Quelle caméra je dois acheter? C'est probablement la question que je reçois le plus, que ce soit dans les commentaires YouTube, par DM, sur Insta, TikTok, même par mail. C'est fou à quel point les gens sont matrixés par ça, mais perso je le comprends, hein, j'étais ce gars-là il y a quelques années. Dans cette vidéo, je vais parler des choses qu'il faut absolument prendre en compte lorsqu'on souhaite acheter une caméra, que ce soit son premier appareil ou bien un upgrade. Je sais à quel point cette décision est importante, qu'on soit photographe ou vidéaste, ou les deux d'ailleurs. On cherche le meilleur matos au meilleur prix, mais tu le sais tout aussi bien que moi, le matériel parfait n'existe pas, ça coûte cher aussi. C'est pourquoi je vais tenter de te guider dans ta réflexion afin que tu saches exactement quel boîtier tu vas mettre dans ton panier d'ici la fin de cette vidéo. Alors numéro 1, quel est le but de cet appareil? Qu'est-ce que tu souhaites faire exactement? Tu veux faire de la photo, tu veux faire de la vidéo, tu veux faire un petit peu des deux? Est-ce que tu veux quelque chose de vraiment très professionnel ou bien juste un outil pour vlogger simplement? Tu vois, déjà rien que là en énumérant ces 5 profils de caméras différents, tu peux commencer à orienter ton choix et éliminer pas mal de boîtiers présents sur le marché. Donc le plus important vraiment, c'est de connaître tes besoins. Si tu souhaites faire de la photo, l'idéal c'est de regarder les appareils avec des bonnes caractéristiques en photo et limite pas trop faire attention aux specs en vidéo. À l'inverse, si la vidéo c'est plus ton truc, dans ce cas-là tu peux faire l'impasse sur quelques fonctionnalités en photo et privilégier une caméra capable de sortir des bonnes performances en vidéo. Si c'est un mix de photos et de vidéo, là on va plutôt partir sur une caméra assez polyvalente, capable d'avoir des bonnes specs, que ce soit en vidéo mais également en photo. Si jamais tu souhaites upgrade, qu'on te demande des productions un petit peu plus orientées court-métrage, cinéma ou publicité, dans ce cas-là on va plutôt éliminer la plupart des caméras hybrides et entrée de gamme. Si jamais tu recherches du matériel pour faire du vlog, dans ce cas-là, tu auras besoin d'une caméra rapide à installer, pratique et confortable, quelque chose que tu peux transporter absolument partout. Alors admettons que tu saches vers quoi t'orienter, mais tu es toujours indécis sur le modèle, peut-être que le prochain point pourra t'aider. Justement, on va parler des spécificités des appareils. Alors nombreuses sont les personnes qui cherchent à avoir le plus de mégapixels en photo, le plus d'images par seconde en vidéo, 4K 120, 8K, 6K. Je pense que le plus important vraiment, c'est de savoir quel spec tu as besoin surtout et pas celle dont tu as envie. Moi, ça fait 4 ans que je fais de la vidéo pour des clients et personnellement, j'ai jamais eu besoin de 4K 120 par exemple. La 4K 60 me suffit amplement. Et pour beaucoup de projets encore aujourd'hui, je me contente même de la Full HD 50 ou 25. Donc il faut pas oublier que les demandes clients sont radicalement différentes de nos envies en termes de matos et de specs. C'est pas parce que tu vas avoir une caméra qui propose du 8K en 12 bits RAW, je sais pas quoi, et que tu vas proposer ça à tes clients qui vont forcément faire appel à toi. L'argument de la résolution, c'est pas quelque chose qui va fonctionner auprès des clients. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu sois capable de leur livrer une vidéo, que le message qu'ils veulent soit passé, donc qu'il soit en Full HD, en 4K, en 6K, 8K, c'est pas tellement important en fait. Alors maintenant qu'on a dit ça, ça veut pas forcément dire qu'il faut négliger les caractéristiques des boîtiers, bien au contraire, mais seulement il faut se rendre à l'évidence que si on débute ou si on est en pleine période de transition et qu'on cherche à changer de boîtier, il faut comprendre tes besoins. Aujourd'hui, c'est sûr que le standard il est passé progressivement vers la 4K. Il faut pas se mentir, tous les boîtiers depuis 4 ou 5 ans, tous ceux qui sortent maintenant shootent en 4K, donc c'est largement suffisant dans 99% des cas, j'ai envie de te dire. Alors tout à l'heure, j'ai mentionné la 4K 120. En général, ce qu'on regarde sur la fiche technique, c'est le nombre d'images par seconde que la caméra est capable d'enregistrer en vidéo. En vérité, c'est important de connaître ces informations uniquement si tu envisages de shooter en slow motion. Moi, je vais me prendre pour exemple encore une fois, mais c'est très très rare les fois où j'ai besoin de shooter en slow motion. Je me contente largement de la 4K 60 et même à 95% du temps, je tourne en 4K 25. Alors par contre, si jamais c'est quelque chose qui est important pour toi, que tu souhaites t'orienter vers des vidéos où tu as besoin de slow motion, dans ce cas-là, tu peux opter pour une caméra capable de shooter des beaux ralentis. Sinon, honnêtement, crois-moi, on peut s'en passer. Par contre, la chose qui m'importe le plus quand je regarde une fiche technique de matériel, c'est au niveau du capteur. Donc la taille du capteur, elle va être déterminante parce qu'elle va dépendre de pas mal de choses, notamment les capacités en basse lumière, la plage dynamique et la valeur focale. Donc sur les boîtiers hybrides modernes, la plupart du temps, on va retrouver des caméras avec un capteur micro 4 tiers, des caméras avec un capteur APS-C et du full frame. Également un petit peu de moyen format, mais ça c'est plus pour la photo et ultra professionnel. En tout cas, le capteur c'est vraiment hyper important parce que pour faire simple, plus il est gros, plus il sera performant dans les basses lumières. En vérité, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais c'est vraiment pour schématiser. Donc si jamais tu dois être amené à shooter des scènes où il faut monter haut dans les ISO, où tu as très peu de luminosité,
et le mieux c'est de partir sur du plein format. Si jamais c'est pas quelque chose que tu envisages, les capteurs APS-C et micro 4 tiers sont des excellentes options et ils sont aussi capables de sortir des très très belles images plus que correctes en basse lumière. Alors pour ce qui est de la plage dynamique, donc ça veut dire la capacité à emmagasiner les détails dans les zones d'ombre et les zones de haute lumière, les appareils plein format en général vont être un petit peu plus performants que les autres. Généralement en vidéo on recherche un appareil justement avec une bonne plage dynamique pour pouvoir travailler l'étalonnage correctement. Donc plus la plage dynamique est élevée, plus l'appareil forcément sera cher, donc ça c'est à toi aussi de trouver le bon compromis. Alors une bonne plage dynamique, moi je dirais qu'elle peut se trouver autour de 12 ou 13 stops, et ensuite ça peut vite monter, ça peut même aller jusqu'à 17-18 stops selon les caméras. Alors par contre là où le choix du capteur peut être déterminant, c'est au niveau du cadrage de ton image. Donc ça c'est déterminé en grande partie par l'objectif, mais le même objectif sur deux appareils avec des capteurs différents ne vont pas forcément donner la même image. Donc plus concrètement, là j'ai un 35 mm sur un capteur plein format et ici un 35 mm sur un capteur APS-C. Et là tu peux le voir, le capteur APS-C il te donnera une image un peu plus resserrée. En général on est sur l'ordre de 1,5 ou 1,6 fois plus serré que le plein format. Pour le micro 4 tiers, on est 2 fois plus serré par rapport au plein format. Donc pour certaines personnes, ça peut être un problème. Moi par exemple, sur certains projets, je pourrais me contenter largement d'un APS-C, mais pour d'autres, il me faut absolument du plein format. Alors si c'est quelque chose qui ne pose aucun problème, bien dans ce cas-là, pars plutôt sur quelque chose de plus adapté à ton budget. Et justement, c'est ça dont on va parler maintenant. Moi, souvent, on me demande quelle caméra je peux avoir à moins de 1000 euros, moins de 1500, moins de 2000 euros, peu importe le budget. Et honnêtement, pour répondre à cette question, c'est assez compliqué parce que moi, je connais pas tes besoins. Et pour un débutant, je dirais que n'importe quelle caméra en dessous de 1000 euros fera l'affaire. Aujourd'hui, on a vraiment de très très beaux modèles, que ce soit neuf ou d'occasion. D'ailleurs, je t'encourage à acheter d'occasion aussi. Il y a des très très bons boîtiers reconditionnés à des prix vraiment abordables avec des bonnes caractéristiques. Moi je te mets quelques références dans la description. Alors moi ma première caméra c'est celle-ci. Honnêtement elle est pas terrible mais à l'époque c'est ce qu'il me fallait. Au début je faisais que de la photo donc ça me dérangeait absolument pas. Je devais apprendre sur quelque chose qui était en phase avec mon niveau. Jusqu'à un moment où j'ai senti les limites de ce boîtier, notamment lorsque je me suis mis à faire de la vidéo et là du coup petit à petit j'ai ressenti le besoin d'upgrader, de passer à l'étape suivante. Donc ça c'est vraiment hyper important, faut pas être pressé. C'est pas parce que un tel a pris une caméra de malade à plusieurs milliers d'euros qui fait les images de dingue et tout, qu'il faut absolument l'envier et se dire que notre matos à nous il vaut rien. Bien au contraire, cette personne-là est sûrement passée par là aussi. Elle a eu sa première caméra pas terrible, puis une autre meilleure, puis une autre encore meilleure. Mais le matériel en fait il doit évoluer en fonction de nos capacités, c'est pas l'inverse. C'est pas la caméra qui fera de toi quelqu'un de meilleur, c'est toi qui dois exploiter le plein potentiel de ta caméra jusqu'à atteindre les limites de ce dont elle est capable de faire. Donc pour résumer, à moins de 1000 euros, on peut vraiment trouver des bons boîtiers entrée de gamme, c'est parfait pour débuter. Et même, je te recommande pas de mettre plus de 1000 euros au départ, surtout si tu es débutant. Ensuite, entre 1000 et 6000 euros à peu près, on va être dans la gamme de prix de la plupart des boîtiers mirrorless du marché, ceux que la plupart des filmmakers indépendants utilisent. Au-delà de 6000 euros, on va passer plus du côté des caméras ciné. Alors je suis d'accord, il existe des boîtiers ciné pour un petit peu moins cher que ça, mais si on prend en compte toute l'accessoirisation, on arrive vite à 6K minimum, donc c'est pour ça que je les classe dans cette catégorie. Alors l'important ici ça va être de déterminer combien es-tu prêt à dépenser dans ton boîtier, sachant que ça va pas être la seule dépense que tu vas avoir à faire, parce qu'il y aura forcément un ou plusieurs objectifs, un micro si jamais tu enregistres du son et que tu fais de la vidéo, des filtres, un trépied, des cartes SD, des batteries de rechange, la liste serait vraiment très très longue. Donc moi mon tout premier achat c'était en 2015, c'était ce boîtier, un Canon EOS 750D avec l'objectif kit 18-55 mm. Avec ça il y avait un trépied à 30 euros je crois, une carte SD et un kit de nettoyage. J'avais un budget maximum de 1000 euros et j'étais largement en dessous parce que j'ai pris le temps d'analyser ce qui se faisait sur le marché et de voir ce qui correspondait vraiment à mes besoins. En plus de ça, à l'époque, ce boîtier était vraiment tout récent, il venait juste de sortir et je savais qu'il allait me durer des années. Ensuite, petit à petit, je me suis équipé en objectif, notamment un 50 mm f1.8 que j'ai acheté quelques mois plus tard. Et ensuite, j'ai appris la photo avec ce boîtier, j'ai shooté avec pendant environ 4 ou 5 ans avant de changer. Bref, revenons à la vidéo. À ce stade, tu dois déjà avoir une petite idée, pas forcément du modèle précis, mais au moins des caractéristiques que tu veux ou non. Tu as une idée aussi de ton budget forcément et du type de contenu que tu souhaites créer. Donc dans ces cas-là, tu peux commencer à lister tous les modèles qui correspondent à ta gamme de prix. Pour un débutant, ça peut être un boîtier, APS-C avec de la vidéo en 4K, idéalement 60 images par seconde, mais c'est pas obligé, et le tout à moins de 1000 euros avec l'objectif. Alors il y a peut-être déjà des blogs ou des sites qui existent où ils répertorient ces types de caméras selon les budgets. Moi je t'invite à regarder de ton côté. Sinon tu peux aussi aller sur des sites de photos et vidéos et classer les articles par ordre croissant de prix. Si jamais tu es déjà photographe ou vidéaste et que tu te sens limité par ton boîtier, dans ces cas-là, fais-toi une liste des caractéristiques qu'il te faut absolument
Et pareil, dans ces cas-là, tu peux commencer à comparer les différents modèles. Ensuite, ton choix il peut tout simplement être déterminé par le modèle ou la marque qui t'attire le plus. Toutes les marques ont leur spécificité, certaines personnes vont préférer le feeling et l'ergonomie de telle ou telle marque. Franchement, aujourd'hui, il existe des milliers de vidéos de tests et de reviews de matériel. Tu peux regarder les retours sur l'ergonomie de l'appareil, tu peux regarder la présentation des menus, les boutons, l'utilisation en général. YouTube est vraiment une source inépuisable d'informations. Une chose également qui peut te faire choisir un modèle plutôt qu'un autre, c'est au niveau des objectifs. Est-ce que la marque que tu as en tête possède un parc optique adapté à tous tes besoins et surtout à ton portefeuille? Quels sont les autres boîtiers de cette marque aussi, si jamais un jour tu veux upgrader ton matos? Après, si jamais tu possèdes déjà du matos, le choix il peut être aussi plus simple parce que tu as juste à te concentrer sur tes besoins, tu as déjà ton parc optique. Ou alors si jamais la marque que tu as actuellement ne correspond plus du tout à tes besoins, tu peux l'éliminer de ta liste et te concentrer vers d'autres écosystèmes. Et enfin, dernière chose, dernier conseil, c'est important de tester. N'aie pas peur d'aller dans des magasins photos. Demande à tester les boîtiers, les objectifs de différentes marques. Je le dis souvent, le feeling, le ressenti que tu as avec le matériel, c'est vraiment très très important. C'est toi qui l'auras toute la journée dans les mains, donc il faut vraiment que tu sois à l'aise avec. Prends surtout pas un boîtier avec lequel tu te sens pas à l'aise, tu auras une très très mauvaise expérience utilisateur. Aujourd'hui, la plupart des boîtiers sont tous pensés pour être le plus ergonomique possible, mais je sais que beaucoup ont leurs préférences. Alors moi par exemple, j'aime beaucoup la prise en main des boîtiers Canon et Nikon, et c'est pour ça que je suis chez Sony. Non, bien sûr, je plaisante, je suis sur Canon depuis toujours et ça me convient très bien comme ça. J'adore le feeling des boîtiers, le grip tient vraiment très bien en main, la qualité des optiques est vraiment phénoménale, les specs elles me correspondent aussi, l'ergonomie, les menus, tout ça, ça me correspond, mais ça ne regarde que moi. Mes clients, ils s'en foutent un petit peu de la marque de mon boîtier, c'est pas ça qui va m'empêcher de leur délivrer le contenu pour lequel ils me payent. La grande majorité des personnes sont sur Sony à l'heure actuelle, franchement c'est très très bien comme ça, mais c'est pas parce que tout le monde a le même boîtier qu'il faut absolument faire pareil, sauf si c'est ce dont tu as réellement besoin. Allez, si jamais tu souhaites acheter du matériel, sache que je suis partenaire Miss Numérique. Lors de ta commande, tu peux rentrer le code Nicolas. Moi, je touche une petite commission à chaque fois que quelqu'un rentre ce code. Et si jamais tu veux voir la review du boîtier que j'utilise en ce moment, peut-être ton futur boîtier, qui sait, la vidéo elle se trouve juste ici. Je te laisse cliquer. À tout de suite.